Bonjour à tous, on est en 2025 et c'est toujours une corvée d'aller à l'aéroport. Est-ce qu'un jour on pourra prendre l'avion aussi facilement qu'un train ou un bus? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Charles Telitsyn, directeur général EONEX, le Data Space Transport, Mobilité et Tourisme et détaché du groupe ADP. Bonjour Charles et bienvenue. Bonjour Ronan. Donc première question, celle que je pose à l'introduction, est-ce qu'un jour on pourra prendre l'avion comme on prend un bus ou on prend un train Alors, il y a des choses qui se sont améliorées récemment, comme la ligne 14 par exemple, et puis bientôt la ligne 18 à Orly, la ligne 17 qui arrive à CDG, etc., CDG Express. Mais c'est vrai que paradoxalement, il y a 30 ans, pour ceux qui se souviennent d'Air Inter, je dirais qu'on a arrivé à prendre l'avion quasiment comme un bus. On passait directement au comptoir d'enregistrement en quelques minutes, il n'y avait pas de contrôle de sûreté, et on se retrouvait en porte d'embarquement et dans l'avion 5 minutes après. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des frictions incompressibles qui sont liées à quoi Concrètement, le monde a changé. La sûreté est très importante, vous le comprenez bien. Aujourd'hui, on va dire que les zones de sûreté sont quasiment aussi grandes que certaines salles d'embarquement. C'est normal, hein. Le contrôle des bagages de cabine, pardon, et bien sûr le contrôle des bagages de soute aussi sont quelque chose qui prend de la place dans les aéroports. Ça a obligé évidemment à restructurer des espaces, et les aéroports qui sont les plus anciens ont eu à s'organiser différemment. C'est vrai qu'en Asie, vous trouvez des aéroports tout neufs, comme on dit chez nous, greenfield. Et à partir de ce moment-là, ils ont des grands espaces gigantesques dans lesquels vous avez une serre aux papillons à Singapour, des choses comme ça. Voilà, donc c'est assez normal que le transport aérien, avec toutes les évolutions, vous savez maintenant, les Américains ont mis en place l'ESTA il y a de nombreuses années. En Europe, ça arrive avec l'Entry Exit System, l'EES, et ça commence là, ça commence en octobre. Et évidemment, là aussi, c'est des nouveaux changements et c'est une reconfiguration des espaces. Puis les aéroports sont devenus aussi des centres commerciaux particulièrement efficaces, tentants, etc., qui permettent d'utiliser le temps. Et voilà, il faut s'adapter un petit peu à tout ça. Du coup, pour améliorer les choses, il y a les acteurs qui y travaillent. C'est quoi les domaines dans lesquels on essaie de progresser dans les aéroports? Je dirais que c'est un domaine où il y a énormément d'innovation. Vraiment énormément d'innovation. Par exemple, maintenant en France, des startups comme All the Way vous permettent à l'hôtel de laisser vos bagages et d'avoir quasiment une demi-journée de plus pour visiter et aller main libre à l'aéroport sans perdre le temps à enregistrer vos bagages à l'aéroport. Et c'est des choses. All the Way là, vient de faire une levée de fonds avec un grand succès, et même le groupe ADP a participé. Ok. Il y a d'autres domaines, je pense à la biométrie par exemple. Oui, il y a des énormes progrès sur la biométrie, des choses très très élaborées, voilà, et puis des choses beaucoup plus simples parfois avec des systèmes de code barre, etc. Moi, un des trucs remarquables cette année, ça a été l'aéroport de Marseille, qui fait partie de nos fondateurs aussi, qui a mis en place avec Air Corsica vraiment quelque chose de très simple avec IN Group, mais qui marche bien et qui facilite énormément le parcours du passager. Et ça, c'est quelque chose, c'est le mieux quand il y a, je dirais, une technologie intéressante, mais très facile à appréhender par le passager. Là, il y a un vrai gain de temps. Et sur la gestion des foules, on peut utiliser aujourd'hui des outils comme l'IA pour améliorer ces choses-là? Oui. Alors aujourd'hui, la data, qui est le cœur du métier d'EONA X, et l'IA sont au cœur vraiment des solutions. Auparavant, on créait des mètres carrés. Aujourd'hui, avec les enjeux environnementaux, plutôt que de créer des mètres carrés en verre, béton, acier, etc., on a le numérique qui permet de faire des choses vraiment très, très intéressantes. Et typiquement, là-dessus, les gains sont faramineux. Voilà. Là, on parle de l'expérience utilisateur, et pour les compagnies, il y a des choses aussi pour optimiser l'activité ou la rotation des avions, ce genre de choses? C'est ça. Alors, typiquement, vous avez ce qu'on appelle le turnaround, la façon dont un avion va être utilisé le maximum de temps en vol, et donc va rester un minimum de temps au sol, débarquer ses passagers, embarquer des nouveaux passagers. Il y a des rotations qui se font parfois sur les aéroports les mieux organisés en 25 minutes, avec des compagnies qui font, je dirais, ce qu'on appelle du walking walkout, c'est-à-dire les passagers embarquent et débarquent à la fois à l'avant et à l'arrière, etc. Donc toutes ces choses-là, c'est à la fois de l'intelligence vraiment mise en œuvre de façon opérationnelle très très fine, des systèmes d'information en réalité qui sont très élaborés,
parce qu'il y a des PC, des centres de commandement qui suivent la rotation de l'avion. Vous savez, la ponctualité d'un avion, c'est quelque chose de très important. Une compagnie aérienne perd 100 € par minute chaque fois qu'il y a un retard d'avion. Voilà. Et donc, les aéroports, les sociétés de handling, d'assistance en aéroport, sont vraiment organisées pour essayer d'assurer le départ à l'heure. Et donc, à ce moment-là, les passagers sont satisfaits. La compagnie peut faire toutes ses rotations dans la journée, parfois 6-7 rotations dans la journée. Et donc, l'avion étant très utilisé, ça coûte moins cher. Et c'est une des choses qui explique que le train est parfois 2 fois plus cher que l'avion. C'est l'optimisation est au cœur du fonctionnement des compagnies aériennes et de leurs, je dirais, fournisseurs qui sont les aéroports, les sociétés d'assistance, etc. Et l'informatique joue beaucoup là-dessus. Mais justement, qu'est-ce qui guide en fait ces innovations? Qu'est-ce qui les motive? Est-ce que c'est la volonté d'inclusivité ou de rendre service aux voyageurs, ou il y a une logique de coût également, ou les deux? Il y a les deux, Renan. Il y a les deux très clairement. On parlait tout à l'heure de la ponctualité. On installe ce qu'on appelle des mires de guidage qui permettent d'abord d'assurer la sécurité, etc., de mesurer tous les éléments, y compris la minute d'arrivée de l'avion au stationnement, etc. Donc, il y a des millions d'euros investis pour ça, pour la sécurité, pour l'environnement, pour la satisfaction passager, parce qu'on l'a dit, la ponctualité, c'est aussi de la satisfaction passager, et puis aussi pour faire des économies. Les 100 € dont je vous parlais pour la minute de retard, un avion bien utilisé, ça fait économiser de l'argent et en même temps, ça donne de la satisfaction passager. Et pour compléter votre point, il y a une étude récente qui montrait que une grande partie des passagers utilisaient ce temps libéré pour aller faire du shopping. Donc, c'est aussi une externalité positive par rapport à ça. Ça ne nous a pas échappé. Ça ne vous a pas échappé non plus. Et c'est aussi un plaisir. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez une courbe de stress dans les aéroports où vous dites, il faut que vous passiez plein de contrôles. Est-ce que je vais pas avoir un problème? Est-ce que mon bagage, etc. et ainsi de suite. Vous êtes soulagé de tout ça par ces services, par notamment les services numériques qui là-dessus sont très intéressants. Et puis à un moment, vous avez hop, la courbe de stress qui descend. Et là, vous avez des espaces qui sont bien organisés, des ventes exclusives, des avantages aussi qui font que vous allez avoir envie d'acheter. Et pourquoi pas ramener, je sais pas, des macarons la durée à la famille que vous allez voir de l'autre côté de la Méditerranée ou quoi que ce soit. Toutes ces innovations, c'est dans un tout qu'on appelle le Smart Airport, l'aéroport intelligent? Oui, c'est exactement ça. Vous savez, un aéroport, c'est un système complexe. C'est même un système de systèmes complexes. Et il faut qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui ensemble se coordonnent. Et l'informatique permet ça, mais il a fallu des années avant que non seulement les acteurs se coordonnent bien, et notamment échangent les données de façon efficace, mais aussi que les passagers s'habituent à un certain nombre de choses qu'on leur demande de faire à la place de gens qui étaient là dans le personnel avant. Pourquoi? Parce qu'on a certaines choses qui sont faites maintenant par les passagers à la place du personnel, et en revanche, on a amené des nouveaux services. Vous me parlez d'inclusivité tout à l'heure. Par exemple, pour les PMR, les personnes à mobilité réduite, c'est vous et moi si on s'est cassé une jambe, c'est votre épouse parce qu'elle est enceinte, c'est votre père ou le mien qui ont besoin à un moment d'aide parce que sur les cheminements, vous savez, les aéroports sont de plus en plus grands, tout simplement pour qu'il y ait assez d'avions qui puissent accoster. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez un temps d'accès à la porte qui est rallongé. Alors, vous avez des dispositifs de circulation horizontale qui sont installés maintenant dans beaucoup d'aéroports. Mais surtout, vous avez un service qui est gratuit. Et ce service, je tiens à préciser, c'est pour les avions dans les aéroports, mais c'est aussi pour les trains. Voilà. C'est dans le prix du billet que chacun paye. Il y a une petite part qui est inclue pour pouvoir servir ceux qui sont qu'on a besoin d'inclure dans le voyage au même titre. Et donc, par exemple, depuis les Jeux Olympiques, Groupe ADP, par exemple, amène le passager jusqu'en porte avec son fauteuil. Et à ce moment-là, le fauteuil est descendu en soute à la porte de l'avion. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a cette idée reçue sur laquelle l'Asie est en pointe sur ces questions-là, et peut-être qu'en Europe on est un tout petit peu plus timide ou un petit peu plus en retrait. Est-ce que ça se vérifie, et comment on l'expliquerait si c'est le cas? Non, c'est une bonne question, mais c'est une idée reçue de mon point de vue. Aujourd'hui, dans les domaines technologiques, c'est vrai que l'Asie ou les États-Unis sont en avance sur certains points, mais quand il s'agit de l'aspect service à aéroport, là on a quand même des grandes sociétés européennes et même des toutes petites. Je prends un exemple, Hotsite.
Hotsite, c'est une société qui maîtrise les lidars. J'étais au CES face à des Américains. Alors, les lidars, c'est des lasers qui vont scanner une grande surface, une salle de 5000 m² et qui vont compter le nombre de passagers, suivre chaque passager, son trajet, etc. et pouvoir mesurer, par exemple, des temps d'attente. Ça, c'est un grand avantage par rapport à une caméra, c'est que c'est totalement anonyme. C'est un nuage de points, on peut pas reconnaître quelqu'un, etc. Une société qui s'appelle Hotsite, qui est une société française, européenne, non seulement après avoir été installée à Paris pour les premières réalisations, on peut vous annoncer que Singapour a acheté. Oui. Singapour, c'est un des meilleurs aéroports du monde en termes de services passagers. Et Dallas aussi a annoncé qu'il avait acheté les technologies Hotsite. Aujourd'hui, c'est cette start-up-là, c'est 120 personnes. Voilà, c'est 120 emplois qui ont été créés dans un domaine d'hyperpointe où finalement la France est assez leader grâce à des sociétés comme celle-là. Les moteurs d'innovation, donc on l'a vu, l'expérience client, éventuellement par extension l'intérêt économique qu'il peut y avoir à améliorer cette expérience client, mais il y a aussi des impératifs environnementaux qui vont guider une partie de ces innovations. Quelle forme elles prennent aujourd'hui? Oui, alors il y a beaucoup de choses. Les aéroports passent net zéro. Et net zéro, parfois 15 ans par rapport en avance, par rapport aux objectifs qui sont décidés au niveau mondial. Vous savez, au niveau mondial, les aéroports ont décidé qu'avec les compagnies aériennes, en 2050, ils atteindraient le net zéro. Il y a des aéroports en France qui sont à la pointe, et notamment le groupe ADP, mais pas seulement, qui investissent massivement. C'est la même chose pour Vinci, c'est la même chose pour AENA. Qui investissent et qui incubent également, qui ont beaucoup de startups sous leur aile. Exactement, exactement. Ça veut dire qu'on a des équipes. Alors, l'association EONAX aide et certains sont nos membres, mais il y a aussi des fonds d'investissement qui sont mis en place par les grands aéroports pour incuber. Et puis, c'est des terrains de jeu d'expérimentation pour ces startups. Donc, celles que j'ai citées là, notamment, ont été souvent incubées. Ont fait leur première réalisation, leurs premières armes en taille réelle, vraiment sur ce terrain de jeu que peut représenter l'aéroport, avec parfois des salles de 5000 m², 1 million de passagers, etc. Et tout ça, ça permet de tester en grandeur réelle les choses qui peuvent après se vendre partout dans le monde. Le facteur clé de toutes ces innovations, toutes ces améliorations, c'est la data. Et j'en reviens à EONAX, justement, qui travaille sur même sur cette évangélisation presque de tous les acteurs du voyage. Aujourd'hui, c'est crucial de pouvoir fédérer autour de cette idée que la data va guider tout. Alors nous, on est France 2030, investissement d'avenir, donc on est soutenu à la fois par des grandes sociétés privées, qui, je dirais, financent 50% de notre budget pour permettre à ces startups, permettre à ces grandes sociétés de faire fonctionner en process sur ces systèmes complexes dont je vous parlais, échanger les bonnes datas en toute confiance et que ces datas soient pas utilisées pour des choses qui ne sont pas prévues. C'est un point très important pour les sociétés qui ont fondé EONAX. C'est si vous êtes un passager, vous confiez vos datas, elles ne seront pas réutilisées pour autre chose que ce pourquoi vous les avez confiées. Vous pouvez le comprendre, vous êtes un PMR, vous voulez être assisté, vous ne voulez pas recevoir une pub pour vous dire qu'il faut acheter quelque chose, etc. Voilà. Donc en revanche, c'est intéressant que certaines données soient partagées pour vous faciliter votre parcours. Parce que vous avez un bagage, vous aurez tel service, etc. et ainsi de suite. Et ça, c'est à l'intérêt du passager avec tous les consentements. Et derrière la data, il y a plusieurs aspects. Un, il faut que la data soit de qualité pour que vous ayez le bon service et pas un service qui serait inadapté. Deux, il faut que vous ayez consenti à ce service. Il n'y a aucune raison de vous déranger si jamais vous ne souhaitez pas avoir un certain nombre de services. Trois, et c'est un point très très important, cette donnée, il va falloir qu'elle puisse être utilisée soit par des êtres humains, soit par, on va dire, de l'intelligence artificielle. Et là, vous allez avoir une accélération des choses. Par exemple, vous avez parfois des vols qui sont annulés. Est-ce que vous allez avoir une seule personne qui va devoir traiter 240 passagers et par définition, elle va passer 1h30, 2 heures pour traiter tous les passagers? Ou est-ce que vous allez avoir l'aide de l'informatique qui va vous proposer de rebooker le vol et vous aurez la possibilité de dire oui, non. Et puis à force de dialoguer avec l'IA, vous allez arriver à ce que peut-être seulement 10% des passagers de l'avion auront besoin d'un personnel qui va résoudre le problème, alors que pour la plupart des cas, vous allez avoir le rebooking sur l'avion suivant, etc., qui va se faire de manière automatique. Vous voyez, ce type de choses-là, c'est permis par une information de qualité et surtout
consentie par le passager et partagée de façon intelligente par des acteurs qui disent on coopère ensemble. Si par exemple, vous avez une compagnie aérienne qui a dû annuler son vol et qui se retrouve avec 200 passagers qu'il faut régler, certains veulent partir très très vite ou certains annulent leur vol, d'autres veulent partir le lendemain mais ils ont besoin d'un hôtel, comme on fait. C'est assez intéressant quand des grandes sociétés comme Accor, qui est parmi nos membres, ou des grands transporteurs que vous pouvez imaginer, compagnies aériennes ou d'ailleurs ferroviaires, puisqu'on a la totalité des acteurs, et pourquoi pas un taxi pour vous ramener à l'hôtel, etc., sont inclus dans le traitement et le service de bout en bout que vous avez. Et ça, c'est permis par l'informatique, c'est permis par l'échange de données, pour peu vous y consentiez en tant que passager, pour peu que les sociétés s'organisent pour, je dirais, échanger les éléments du service et vous offrir un service global. Merci Charles Télétine et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur notre chaîne. Merci.